Il est le fils de la légendaire princesse de l'épée et du roi de la magie, mais ayant perdu la loterie de l'héritage, il n'a reçu aucune classe. Il décide donc de s'entraîner sans relâche pour devenir le plus fort du monde entier. L'histoire débute avec un jeune garçon, Rel, qui semble perdu dans ses pensées, tandis que sa famille l'entoure, anxieuse et incapable de se calmer. Son père n'a pas dormi de la nuit et sa mère tremble d'inquiétude, car aujourd'hui est un jour très spécial pour leur fils. Arel, lui, reste étrangement calme, presque comme s'il ne ressentait pas la pression que tout le monde subit. La raison de toute cette effervescence est qu'Arel est sur le point de recevoir sa classe aujourd'hui, un rituel que chaque enfant de leur monde traverse une fois qu'il atteint ses 10 ans. Sa famille a du mal à se contenir, plaisantant sur le fait que leur garçon deviendra populaire auprès des filles une fois qu'il aura une classe géniale. Il continue de fantasmer sur la grandeur de son avenir, selon le type de bénédiction qu'il recevra. Dans ce monde, la classe d'une personne détermine son chemin, car chaque classe confère des capacités et des compétences uniques pour l'aider à devenir plus fort. Alors que le moment arrive enfin, la scène se déplace vers la grande église où le rituel des bénédictions est sur le point de commencer. Le prêtre, se tenant droit devant le groupe d'enfants, commence par le côté droit et les appelle un par un. Il pose sa main sur la tête du premier garçon et sent de la chaleur et une légère odeur de fer, après quoi il annonce que ce garçon a été choisi comme forgeron. Le garçon exulte et se précipite vers son papa, fou de joie de pouvoir désormais suivre ses traces. C'est ainsi que les autres enfants se présentent les uns après les autres. La sœur d'Arel lui explique que la lignée semble avoir une forte influence sur la classe que l'on obtient. Et puisque leurs parents sont tous deux de classe avancée, elle est certaine qu'il en obtiendra une excellente. Finalement, c'est au tour d'Arel et notre garçon s'avance tandis que sa famille l'encourage. Tout le monde autour de lui a de grandes attentes, étant donné que sa mère, Feyre, est connue comme la princesse de l'épée et son père, Léon, comme le roi de la magie. Le prêtre répète le processus et dit au garçon de fermer les yeux, mais de manière inattendue, il n'y a aucune réponse, peu importe leurs efforts. Le prêtre devient anxieux mais réalise vite que cela ne peut signifier qu'une chose. Le garçon est officiellement sans classe. La sœur d'Arel proteste, affirmant que c'est un mensonge, pourtant le garçon ne semble pas s'en soucier outre mesure. Alors que l'histoire passe au lendemain, Rel est vu s'entraîner à l'épée bien qu'il soit sans classe. Feyre essaie de le réconforter, disant qu'elle et son père travailleront même après la retraite, afin qu'il n'ait pas à se soucier de trouver un emploi et puisse simplement vivre une belle vie tranquille. Son père acquiesce à ses paroles pour s'assurer que leur fils ne cède pas à la pression et ne fasse rien d'imprudent, comme tenter de se suicider. Arel, cependant, reste ferme dans sa résolution, refusant de vivre au crochet de ses parents pour toujours. Même sa sœur vient lui dire qu'elle s'occupe de tout, mais le garçon explique à sa famille qu'il pratique l'escrime depuis qu'il est tout petit et qu'il croit vraiment pouvoir manier une épée même sans classe. Il se souvient alors à quel point son entraînement était difficile, car sa mère était bien trop forte pour qu'il puisse même s'exercer correctement. La famille d'Arel recommence à fantasmer sur son avenir glorieux, mais le garçon s'irrite et décide de les laisser ainsi pour se diriger vers le terrain d'entraînement. Là, il rencontre un groupe de novices qui viennent de recevoir la classe d'épéiste. Quand Arel leur dit qu'il est là pour s'entraîner, les enfants se vantent d'amant de n'être venus que pour tester leurs nouvelles compétences, puisqu'ils sont déjà épéistes et n'ont pas besoin de pratique. Ils se pavanent même un peu devant notre garçon. Arel sait que la première compétence qu'un épéiste obtient est l'escrime de base, et d'après ce qu'il observe, le simple fait d'avoir cette compétence donne à son utilisateur l'apparence d'un combattant capable. Arel leur propose alors un entraînement, mais cette demande fait éclater de rire les enfants qui le méprisent, le considérant comme un simple déchet sans classe. Quand Arel soutient qu'il pense être un bon adversaire, les enfants décident de lui donner une leçon et acceptent le défi. Il s'assure tout de même qu'Arel possède une protection divine, bien qu'il soit sans classe. La protection divine, dans ce monde, est une bénédiction accordée à tous dès la naissance et agit comme une toile transparente qui protège le corps et absorbe les dégâts, mais elle se brise une fois que la personne subit suffisamment de coups. Après avoir confirmé qu'ils ne mourraient pas même s'ils y allaient à fond, l'épéiste se prépare à frapper. Mais peu importe ses efforts, il ne trouve aucune ouverture. Frustré, il appelle son ami pour l'aider à s'en prendre à Arel. Le deuxième enfant tente de l'embusquer par derrière, mais Arel s'élance rapidement en arrière, évitant l'attaque, et juste au moment où les deux commencent à se disputer et à perdre leur concentration, Arel en met un à terre par le bas. L'autre trébuche sur son ami tombé, et Arel l'assomme facilement aussi. Même s'ils perdent, les deux enfants soutiennent que le match ne devrait pas compter.
Ils se plaignent qu'Arel les a pris par surprise et exigent une revanche. C'est alors qu'un garçon aux cheveux roux apparaît et les arrête. Il se moque des deux, disant qu'un vrai épéiste devrait toujours être prêt au combat, puis demande ce qu'ils auraient fait si cela avait été un vrai combat. L'un d'eux essaie de répliquer, mais l'autre le prévient rapidement de se taire après avoir réalisé que le roux est le fils d'Evans. Le roux s'approche de notre garçon et lui demande s'il est vraiment le fils de la princesse de l'épée. Quand Arel le confirme, le roux sourit et dit que cela doit expliquer comment il peut si bien se battre même sans classe, affirmant qu'il a dû hériter du talent de sa mère. Il traite les deux enfants vaincus de déchets ignorants, puis pointe sa lame sur Arel et le défie en duel. Les deux garçons qui regardent chuchotent que le roux est lié au capitaine, et il le confirme fièrement, disant qu'Evans est son père. Arel se souvient avoir déjà vu ce type, Evans, quand il rendait visite à sa mère pour lui demander de l'aide dans la chasse aux démons. Pourtant, il ne voit aucune ressemblance entre le capitaine et ce garçon, se demandant s'il finira lui aussi par devenir un vieil homme robuste comme son père. Le roux, cependant, semble clairement jaloux que la mère d'Arel soit toujours sous les feux de la rampe comme épéiste numéro 1, même si son père travaille dur. Le roux soutient que les enfants héritent des traits de leurs parents et il veut seulement prouver la supériorité de son père en battant notre garçon. Il mentionne ensuite fièrement qu'il s'entraîne comme épéiste depuis 1 an maintenant, affirmant qu'il ne laisse jamais l'ego l'entraver tout en se moquant des deux novices qui croyaient être trop bons pour s'entraîner. Il ajoute que, puisqu'il s'est entraîné avec des compétences intermédiaires, il n'y a aucune chance qu'il perde. Arel, ne voulant pas être en reste, serre fermement sa lame, prêt à commencer le combat. Alors que le duel commence, le roux bouge le premier, mais son coup est facilement bloqué par Arel. Le combat devient rapidement féroce alors que les deux s'affrontent encore et encore, leurs lames se rencontrant avec le bruit du tonnerre. Les novices qui regardent n'arrivent pas à croire qu'Arel est réellement sans classe et commencent à se demander si ce n'était pas un mensonge. Pendant ce temps, alors qu'Arel tient tête au roux, il remarque que la colère perturbe le rythme de son adversaire, alors il décide d'utiliser cette faiblesse à son avantage. Mais juste au moment où il repère une ouverture, le roux déchaîne une compétence d'épée appelée « tranche à double lame ». Arel parvient à bloquer le premier coup, mais le second passe à travers et l'atteint parfaitement. Arel demande ce qu'était ce mouvement et le roux explique que c'est une compétence d'attaque qui libère 2 coups en un seul mouvement. Des jours passent après la défaite de Rel et notre garçon dort dans son lit jusqu'à ce que sa sœur fasse irruption et le réveille de force. Il fait semblant de se rendormir, mais quand elle essaie de le câliner, il lui cogne la tête par accident, la faisant tomber alors qu'il se lève. La petite fille s'accroche à Arel tandis que les deux sortent de Tilam sortent de la pièce pour le petit déjeuner. Après avoir fini de manger, sa sœur lui demande s'il repart pour son entraînement spécial et lui dit qu'il n'a pas besoin de se forcer autant. Promettant qu'elle créera un monde où il pourra vivre paisiblement, Arel sourit et part continuer son entraînement. Quand sa sœur commence à s'inquiéter, leur mère l'emmène voir plusieurs lames usées qu'Arel a utilisées pour s'entraîner tout ce temps. Feyre est fière et même la sœur d'Arel semble soulagée que le fait d'être sans classe n'ait pas ralenti son frère d'un iota. Pendant ce temps, Arel atteint la forêt où il s'entraîne, frappant son épée contre un arbre avec une concentration et une vitesse aiguisée jusqu'à ce qu'il imite avec succès l'attaque à double lame. Il s'avère qu'il avait délibérément encaissé des coups pendant le combat avec le roux juste pour étudier ce mouvement. C'est alors qu'un gobelin tente de le surprendre, mais Arel réagit instantanément en utilisant l'attaque à double lame pour l'abattre. Avant même qu'il ne puisse célébrer, un rugissement puissant résonne à travers la forêt, suggérant qu'un monstre massif est proche. Réalisant qu'une telle créature ne devrait pas être si près de la ville, il pense à avertir les gardes, mais le cri d'un enfant transperce l'air et il sait qu'il n'y a pas de temps pour appeler à l'aide, décidant de se précipiter seul. Quand Arel arrive sur les lieux, il trouve le roux gravement blessé, luttant contre un hobgoblin. Il comprend instantanément qu'un seul faux pas pourrait être fatal, alors il se concentre sur son équilibre et son timing, attendant le bon moment. Juste au moment où le hobgoblin lève son arme pour frapper le roux, Arel intervient et déchaîne l'attaque jumelle, et un seul coup de celle-ci suffit à abattre le monstre. Le roux s'effondre presque, mais Arel le rattrape à temps et lui offre sa propre eau bénite, car la bouteille du roux était brisée. Dès qu'il la boit, ses blessures guérissent presque instantanément, et la première chose qu'il fait est d'exiger de savoir quel mouvement Arel vient de réaliser. Arel lui dit calmement que c'était la frappe à double lame, mais le roux a l'air choqué, affirmant que cela devrait être bien trop compliqué à réaliser. Arel acquiesce, disant que c'était vraiment le cas, c'est pourquoi il a dû fournir un effort ridicule pour l'apprendre.
Voyant sa confusion, Harel explique que n'importe qui pourrait l'exécuter avec suffisamment de force, de vitesse et un timing parfait. Il admet également que le roux était la raison pour laquelle il avait réussi à l'apprendre, car l'affronter à plusieurs reprises lui avait donné l'expérience nécessaire pour le comprendre. Le roux a l'air stupéfait mais ne peut le nier après avoir vu le mouvement de ses propres yeux. Quand Harel ajoute qu'il détestait simplement perdre et voulait s'assurer de pouvoir gagner la prochaine fois, le roux sourit et suggère une revanche sur le champ. Harel demande s'il est vraiment prêt, mais le roux insiste, disant qu'après lui avoir sauvé la vie et partagé son eau bénite, le moins qu'il puisse faire est de lui rendre l'appareil. Harel sourit et complimente son sens du devoir. La bataille démarre avec les deux utilisant l'attaque à double lame en même temps, leurs coups se heurtant et s'annulant mutuellement. Le roux est stupéfait, mais avant même qu'il ne puisse réagir, une troisième entaille le transperce et l'atteint parfaitement. Choqué, il exige de savoir ce qu'était ce mouvement et Harel répond nonchalamment que c'était la troisième entaille. Le roux soutient que le nom dit littéralement attaque jumelle, donc un troisième coup ne devrait même pas exister. Harel explique calmement que cela ne s'applique pas à lui puisque sa version n'est pas liée par une compétence, ce qui signifie qu'elle n'a aucune restriction et il peut la modifier comme il le souhaite. Il ajoute que c'était en fait la première fois qu'il réussissait à réaliser la troisième entaille avec succès. Le roux, refusant de l'accepter, se moque en disant que la tranche à double lame d'Harel n'est qu'une imitation sans classe et ne peut absolument pas être plus forte que la technique d'un vrai épéiste. Harel propose simplement de tester cette affirmation à nouveau, et même si le roux se donne à fond, il est encore une fois pris au dépourvu par le troisième coup. Son épée pointée sur lui, Harel déclare calmement que le résultat reste le même, sauf que cette fois c'est le roux qui est étendu au sol. Curieux, le roux demande pourquoi la lame d'Harel lui a semblé encore plus rapide cette fois et se demande s'il avait été indulgent avec lui auparavant. Harel explique que c'était grâce à lui. Revoir ses mouvements raffinés l'a aidé à ajuster son propre coup et à le rendre plus précis. Alors qu'Harel s'éloigne, le roux serre les dents de frustration face à une nouvelle défaite. Quelques jours plus tard, pendant le dîner, Farah mentionne nonchalamment que le fils d'Evan se dirige vers Bestia. Quand Harel demande ce qu'est cet endroit, sa mère explique que Bestia est connue comme la Cité des épées, le même endroit où elle travaillait il y a longtemps, passant ses journées à s'entraîner sans fin avec sa lame. En entendant cela, Harel semble intrigué, se demandant silencieusement à quel point il peut devenir fort par lui-même sans jamais recevoir de classe. Alors que l'histoire avance, plusieurs années se sont écoulées et notre garçon est maintenant en route pour la Cité des épées, voyageant en calèche. À l'intérieur de la calèche se trouvent deux épéistes de classe avancée qui commencent à se disputer sur les codes vestimentaires, mais leur dispute prend fin au moment où la calèche est encerclée par une horde d'orques menée par un roi orc. Au lieu de protéger les enfants à bord, les deux soi-disant experts paniquent et s'enfuient pour sauver leur vie. Le conducteur de la calèche est alarmé par cela et essaie d'arrêter Harel, mais notre garçon se précipite droit vers les monstres sans hésitation. Il utilise une compétence appelée charge éclair pour en traverser plusieurs avec une vitesse fulgurante. Le conducteur observe avec intérêt, pensant que cette compétence perdrait bientôt son efficacité une fois qu'il serait encerclé. Cependant, lorsque cela se produit, Harel exécute une compétence de contre-attaque connue sous le nom de danse de la lame. Une technique que seules les princesses de l'épée d'élite sont censées utiliser. Le conducteur est déconcerté car cette capacité devrait être exclusive aux femmes. Harel abat rapidement le roi orc et dit au conducteur de continuer vers Brestia, expliquant qu'il compte s'y entraîner pour devenir encore plus fort. Le conducteur ricane, disant que le garçon semble déjà assez puissant. Mais quand les autres enfants de la calèche interrogent Harel sur sa classe, il répond calmement qu'il n'en a aucune, ce qu'il trouve impossible à croire. L'histoire revient ensuite 5 ans plus tôt lorsque Fer a vu son fils utiliser 3 entailles consécutives et s'est demandé si elle rêvait. Elle est submergée par la culpabilité, sentant qu'elle est peut-être trop obsédée par le manque de classe de son fils et se met à pleurer. Pensant à quel point elle devait être une mère terrible, Harel réconforte sa mère, lui disant qu'il s'est entraîné sans relâche pour recréer le mouvement, puis lui demande de lui montrer ses techniques de princesse de l'épée afin qu'il puisse essayer de les apprendre avant de partir pour Brescia. Sa mère s'illumine immédiatement et appelle sa fille, déclarant fièrement que leur Harel est un prodige. Alors que l'histoire revient au présent, Harel se réveille de son sommeil et réalise qu'ils ont déjà atteint Brescia. Le conducteur souligne que la ville est remplie d'épéistes avancés, ce à quoi Harel répond nonchalamment que c'est comme lui. Le conducteur rit et dit qu'il n'est qu'un chauffeur, mais Harel fait remarquer qu'aucun chauffeur ordinaire ne pourrait identifier ses techniques d'épée avec autant de précision qu'il l'a fait plus tôt.
Il s'avère que l'homme est en fait un chevalier sacré avancé qui conduit des calèches juste pour échapper à sa vie épuisante de devoirs. Avant de partir, le chevalier conseille à Harel de trouver d'abord une guilde, mais l'avertit de rester vigilant car toutes les guildes ne sont pas dignes de confiance. Après s'être séparés, Harel se promène dans la ville animée, remarquant que presque à chaque coin de rue, un recruteur de guilde essaie de tromper de nouveaux aventuriers pour qu'ils rejoignent leur rang. Une fille blonde le repère en train d'observer une guilde et suppose immédiatement qu'il doit être fort. Elle sprinte vers lui mais le manque et tombe face contre terre. Essayant de ne pas avoir l'air embarrassée, elle se relève rapidement et offre à Harel une chance de rejoindre sa guilde, lui montrant un contrat. Harel décline poliment et quand elle demande pourquoi, il répond que quiconque est aussi désespéré pour supplier quelqu'un de rejoindre sa guilde doit clairement venir d'une guilde mineure qui a du mal à remplir ses rangs. La fille est déconcertée par sa remarque et, dans une tentative désespérée de le convaincre, propose même un rendez-vous avec elle comme bonus spécial. Bien qu'Harel la rejette instantanément, sa persévérance lui rappelle sa petite sœur qui ne cesse de le harceler à la maison. Essayant de passer à autre chose, il interroge la fille sur les guildes les plus fortes de la ville. Bien qu'elle trouve sa question un peu impolie, elle finit par céder et lui dit tout ce qu'il doit savoir. Quand elle mentionne que la guilde de la Lame Noire compte 8 rangs S, les yeux d'Harel s'illuminent et il s'y précipite immédiatement. À son arrivée, un membre de la classe soldat le dirige vers la réception, lui disant de postuler via le test officiel. Harel rejoint la longue file d'attente et attend patiemment son tour. Quand il atteint enfin le comptoir, la réceptionniste l'informe qu'il n'accepte que les aventuriers de classe avancée ou supérieure. Harel lui dit qu'il est sans classe, ce qui fait éclater de rire l'homme avant de lui demander de partir. Harel insiste sur le fait qu'il peut toujours réussir leur test, mais la réceptionniste refuse même d'y penser et il s'en va, rejeté. Après cela, il va d'une guilde à l'autre à travers la ville, mais personne n'est prêt à l'accepter. Épuisé, il s'assied finalement sur les escaliers pour se reposer et sort la lettre de recommandation que sa mère lui avait donnée, celle qu'elle lui avait dit de remettre à son ancienne guilde. Il pensait initialement qu'elle n'était pas nécessaire, mais maintenant il a l'impression que sa mère avait déjà prédit que les choses se passeraient ainsi. Harel part à la recherche de la guilde quand la même fille blonde d'avant réapparaît, insistant pour qu'il rejoigne la sienne. Elle le suit tout le long du chemin jusqu'à ce qu'elle admette finalement que leur guilde n'a pas assez de membres et est sur le point d'être dissoute. Elle le supplie même de considérer cela comme une œuvre de charité, mais Harel disparaît avant qu'elle ne puisse finir. Pourtant, elle continue de le suivre et quand il atteint l'endroit mentionné dans la lettre, elle dit fièrement qu'ils sont arrivés près de sa guilde. Harel est surpris de voir la taille du bâtiment et la fille se vante immédiatement de lui avoir déjà dit qu'ils étaient une guilde célèbre. Il l'interroge ensuite sur la raison de leur manque de membres, réalisant qu'ils ont dû déchoir de leur ancienne gloire. Quand elle prononce le nom Dragon Tongue, Harel se souvient que sa mère faisait autrefois partie de la même guilde qui portait le nom de la compétence spéciale de son chef. Curieux, il décide de suivre la blonde à l'intérieur où ils sont accueillis par un homme ivre. La fille réprimande son père pour avoir encore bu et Harel remarque que l'homme, qui semble être le roi des doubles épées, a perdu un de ses bras. L'homme dit à Harel de partir, affirmant que la guilde est finie. La blonde explique ensuite que son père était l'un des 2 meilleurs épéistes de Brestia, mais tout a changé après qu'il ait perdu son bras. Elle se tait, pensant qu'Harel pourrait partir après avoir vu cela, mais il reste et lui dit calmement que, même s'il le voulait, il ne pourrait rejoindre aucune autre guilde. Après avoir signé le contrat, la fille vérifie le formulaire et voit qu'Harel a écrit « sans classe » comme classe. Pensant que c'est une blague, elle lui dit d'arrêter de plaisanter, mais quand Harel montre sa certification officielle prouvant qu'il est officiellement sans classe, son expression change complètement. Elle saisit une lame et lui ordonne de déchirer le contrat, lui criant de partir. C'est alors qu'une femme aux cheveux roux entre et l'appelle par son nom, Lilia. Lilia court immédiatement vers elle, pleurant que le nouveau venu est un idiot sans classe. Quand la rousse, Rainer, regarde Harel, elle le reconnaît immédiatement, bien qu'Harel n'ait aucune idée de qui elle est. Il devient vite clair que Rainer est en fait l'enfant aux cheveux roux d'Evans, la même que Harel avait prise pour un garçon auparavant. Lilia, toujours agacée, demande si c'est le même gars que Rainer n'a pas réussi à battre en duel, ce qui fait serrer les dents à Rainer qui déclare que cette fois, ce sera différent. Elle défie Harel dans la salle d'entraînement souterraine. Et malgré l'avertissement de Lilia de ne pas y aller trop fort avec le gamin sans classe, le match commence.
Cette fois, les lames jumelles de Reiner déchirent la triple entaille d'Harel. Elle est clairement plus forte maintenant et explique fièrement que c'est grâce à une nouvelle compétence de bretteur appelée force brute. Harel reconnaît sa progression mais demande calmement s'il est sage de révéler son atout si facilement. René hausse les épaules, disant qu'elle s'en fiche, mais Harel sourit et ajoute que si c'est sa vitesse maximale, alors la gérer ne sera pas un grand défi. Elle pousse son épée vers le haut et porte un coup net. Mais à sa surprise, Harel apparaît juste derrière elle et frappe. Il s'avère que celui qu'elle a frappé plus tôt n'était qu'une image rémanente créée par une compétence d'ombre. Reiner soutient que la compétence d'ombre est censée être un mouvement de classe suprême et exige de savoir comment il a réussi à le faire. Harel répond calmement que cela lui a demandé beaucoup d'entraînement et qu'il a simplement appris à se déplacer à une vitesse extrême. Cette fois, il crée 2 images rémanentes. Mais quand il attaque, Reiner ne perd pas sa protection divine. Elle sourit et explique qu'elle a maintenant aussi la compétence courage qui lui permet de résister aux coups violents. Confiante, elle le charge à nouveau, mais Harel contre avec contreprise, une technique utilisée uniquement par les princesses épéistes. Le coup porte parfaitement, assommant Reiner. Alors qu'elle s'enfuit en larmes, elle crie qu'elle ne pleure pas même si c'est évident. Plus tard, Harel s'assied avec Lilia qui le salue joyeusement. Son attitude ayant fait un virage à 180 degrés, elle l'accueille joyeusement dans la guilde et Harel, toujours curieux, demande ce qu'elle voulait dire plus tôt en parlant de leur guilde condamnée. Lilia admet qu'ils sont endettés mais essaie de rester optimiste, disant qu'il y a une bataille de guilde la semaine prochaine et s'ils gagnent, leur dette sera effacée. Il s'avère aussi que la raison pour laquelle elle le suppliait de les rejoindre était qu'ils avaient en besoin d'au moins 3 membres pour se qualifier pour le match. Quand Harel complimente Reiner de rester avec la guilde malgré les circonstances, Lilia explique que Reiner n'a été accepté nulle part ailleurs à cause de son âge. Quand elle avait perdu tout espoir, son père l'a recueillie et elle est restée loyale depuis. Lilia ajoute que la prochaine bataille sera un match par équipe de 5 personnes et Harel, plus motivé que jamais, s'inscrit pour combattre sans hésitation. Le lendemain matin, Harel se réveille rafraîchi et part retrouver Lilia qui lui souhaite un joyeux bonjour, mais Reiner reste silencieuse car elle ne peut toujours pas se remettre de sa défaite contre lui. Ensuite, Lilia partage avec enthousiasme la bonne nouvelle. Croc de Dragon remplit enfin l'exigence de 3 membres pour participer aux batailles par équipe du tournoi, ce qui signifie qu'ils peuvent officiellement s'inscrire pour les batailles du week-end prochain. Harel demande si c'est la même compétition connue pour ses gros prix en argent et Lilia explique que les membres de la guilde se battent en 1 contre 1 jusqu'à ce qu'un côté soit complètement éliminé. Normalement, il y a 5 membres dans une équipe mais ils devront se débrouiller à 3. Reiner marmonne que ce sera difficile, mais Lilia reste confiante en leur équipe puisqu'ils ont 2 rangs B. Voyant Harel confus par ce que signifie le rang B, elle explique qu'il y a 4 rangs au total et que seulement 20 des 500 épéistes de Brescia sont de rang A, donc ils devraient s'en sortir tant qu'ils n'en affrontent pas un. Juste à ce moment-là, elle se souvient que les tableaux du tournoi sont affichés à la guilde et se précipite pour vérifier qui ils affronteront. Après cela, Reiner se lève pour partir, alors Harel lui demande où elle va. Elle dit qu'elle va évidemment s'entraîner et quand il essaie de lui parler avec désinvolture, elle lui dit sèchement d'arrêter d'agir comme s'ils étaient des potes. Harel ignore son attitude et demande plutôt quel genre de compétence sa classe a, à part la force brute. Elle répond que courage fait durer plus longtemps sa protection divine et cette compétence utile le rend un peu jaloux. Soudain, il a ce qu'il appelle fièrement une idée de génie et attrape les mains de Reiner, lui demandant nonchalamment de le frapper avec son épée toujours dans son fourreau. Naturellement, elle est mal à l'aise et lui dit de trouver quelqu'un d'autre pour des trucs bizarres comme ça. Mais Harel insiste que seule elle peut le faire, disant qu'il veut utiliser cette chance pour renforcer leur relation. Le visage de Reiner devient rouge alors qu'elle se demande comment le frapper pourrait les rapprocher et elle suggère de commencer par quelque chose de moins coquin, ce qui fait réaliser à Harel qu'elle a complètement mal interprété ses paroles. Plus tard, dans la salle d'entraînement, il explique clairement qu'il veut qu'elle le frappe uniquement quand il n'a pas de protection divine, afin qu'il puisse développer la compétence courage. Reiner pense qu'il a peut-être des lésions cérébrales et soutient qu'il est impossible d'apprendre une compétence puisque ce sont des bénédictions du ciel. Cependant, Harel rétorque qu'elle ne devrait pas être si sûre après avoir vu ses capacités de double lame et de clone d'ombre. Après cela, elle lui donne son épée lourde comme demandé, puis demande pourquoi il la veut spécifiquement alors qu'elle pèse 5 fois plus que son épée.
Elle suppose qu'il peut à peine la soulever sans une force brute comme la sienne, mais Harel sort l'arme lourde de son fourreau et montre qu'il a plus qu'assez de force brute, acquise par un entraînement acharné et de grands efforts. Voyant cela, Reiner s'excuse et accepte d'aider à son entraînement, bien qu'elle le prévienne qu'elle ne se retiendra pas et qu'il ferait mieux de ne pas se plaindre quand elle le frappera vraiment. Harel accepte avec un sourire et la fait rougir en disant qu'il a de la chance de partager sa ville natale avec une si belle fille exactement comme il l'avait prévu. Cela la rend furieuse et l'entraînement commence avec une grande intensité. Quand Lilia revient et dévale les escaliers, elle apporte une terrible nouvelle. Leurs adversaires sont de la guilde numéro 1 de la ville, une équipe qui compte 8 rangs A. Pire encore, le chef d'équipe est un cerveau rusé, mais elle refuse toujours de perdre. Sa détermination s'évanouit cependant quand elle les voit se battre et elle panique, pensant que Reiner est en train de le battre à mort. Reiner appelle ça un entraînement spécial, mais pour Lilia, on dirait juste qu'elle évacue sa dépression. Le week-end, le trio arrive au Colisée où des rumeurs se répandent déjà comme une traînée de poudre sur l'ancienne guilde numéro 1, Croc de Dragon, affrontant la nouvelle numéro 1. Lilia devient furieuse quand elle entend les gens dire qu'il est évident de parier sur l'âme noire puisque Croc de Dragon est une guilde de pacotille, tandis qu'Harel est plus surpris que parier sur les combats soit réellement légal. Lilia sourit alors et souligne que les cotes sont de 20 contre 1, ce qui signifie que personne ne croit qu'ils ont une chance. Elle affirme que s'ils parient sur eux-mêmes, ils pourraient faire fortune, et puisque la guilde est déjà lourdement endettée, ils n'ont de toute façon rien à perdre. Alors la petite démone révèle fièrement qu'elle a déjà contracté un prêt et tout misé sur leur équipe en utilisant leur base principale comme garantie. Reiner essaie de la raisonner, mais Lilia s'enflamme encore plus, criant qu'il faut soit faire un coup d'éclat, soit périr dans les flammes de la gloire. À ce moment-là, un homme louche de l'âme noire s'approche et la félicite d'essayer de restaurer la guilde légendaire de son père. Lilia plisse les yeux et demande à George s'il est venu se moquer d'elle pour avoir recruté un sans classe, mais l'homme répond calmement qu'il est en fait venu l'encourager, disant qu'il déteste voir son ancienne guilde rivale tomber si bas. Quand Harel demande à Reiner si c'est le gars que Lilia a mentionné, elle confirme que George est le cerveau derrière leur équipe ennemie. À la surprise générale, George affirme qu'il a personnellement arrangé que leur guilde s'affronte dès le début, comme une faveur. Lilia se met immédiatement en colère contre sa manipulation, mais il lui dit de se détendre. Il plaisante en disant qu'elle pourrait faire fortune depuis son propre lit si elle parvenait d'une manière ou d'une autre à vaincre ses élites de rang A. Son rire suffisant la fait bouillir de rage et elle jure que Croc de Dragon les écrasera. George se contente de sourire et lui souhaite bonne chance avant de s'éloigner. Quand le jour du premier match arrive, la foule est excitée de voir l'affrontement entre deux guildes légendaires. Harel remarque que le boss lui-même est absent de la liste et demande si George essaie de leur faciliter la tâche, mais Lilia souligne rapidement que chaque membre de l'équipe ennemie est de rang A. Reiner ajoute que cette composition est encore plus forte que ce qu'ils envoient habituellement, ce qui fait sourire Harel d'anticipation à l'idée de voir toutes sortes de compétences puissantes en action. Après cela, la commentatrice Non s'avance pour annoncer le premier combat entre Géo de l'âme noire. Mais quand elle révèle le représentant de Croc de Dragon, le guerrier sans classe Harel, toute l'arène se tait un instant. Géo a l'air dégoûté de devoir combattre un faible sans classe et marmonne qu'il espérait plutôt l'une des filles. Bientôt, le match commence et Géo essaie immédiatement d'y mettre fin en une seule seconde avec son combo le plus mortel. Mais son sourire confiant disparaît quand il réalise que son attaque n'a frappé qu'une ombre. Et son sourire de victoire se fige complètement quand il sent sa lame s'enfoncer dans une autre ombre juste derrière lui. Quand il voit les trois griffes l'entourer, il ne se soucie pas de savoir laquelle est réelle et les transperce une par une. Mais la troisième s'avère également fausse et il est attaqué par surprise par la vraie. Géo dit que 3 ombres devraient être impossibles en tombant, mais Harel pense que ce n'est rien comparé au record de sa mère de 5 à la fois. Harel est déclaré vainqueur et les filles sont stupéfiées, mais il est triste de ne pas avoir pu reproduire parfaitement la compétence de poussée critique de Joe. Pendant ce temps, la foule et George ont du mal à comprendre comment un gamin sans talent a battu un rang A. Au match suivant, l'ennemi attaque Harel avec des épées doubles qu'il bloque facilement avant d'utiliser la double entaille pour le vaincre en un coup et remporter une victoire facile. Ensuite, son prochain adversaire est un voleur adroit qui ajoute des coups de pied rotatifs à ses attaques de taillade, mais Harel le trompe avec une ombre et ajoute une autre victoire à sa série, donnant à Lilia l'espoir qu'un miracle pourrait se produire s'il les bat tous.
René demande à Lilia si elle ne compte même pas se battre et Lilia répond qu'il lui est pratiquement impossible de battre les élites. Alors elle met toute son énergie à les encourager à fond. Contre le 4e adversaire, Harel affronte de plein fouet les lourds coups du grand gaillard avant de s'esquiver et de réduire sa protection divine du côté non gardé. Le tank le maudit de faire semblant de n'avoir aucune classe et le repousse avec des attaques incessantes. Harel lui dit de croire ce qu'il veut et qu'il est arrivé là grâce à un travail acharné et des efforts. Son adversaire croit que la classe et la compétence l'emportent sur tout travail acharné et fait une feinte pour le tromper avant d'utiliser le coup de bouclier. Mais Harel l'avait déjà vu venir car il a la prévoyance, la compétence la plus difficile à copier de sa mère. Après avoir repoussé le bouclier agaçant d'un coup de pied rotatif, le tank dit qu'il a déjà vu ce mouvement. Harel admet sans honte l'avoir copié de son dernier adversaire mais pense que son angle était un peu décalé. Il retente sa chance et écrase son pied sur le flanc de son adversaire, ce qui inflige des dégâts majeurs. Le gars l'accuse avec colère de mentir sur sa capacité à apprendre la compétence de quelqu'un d'autre, mais Harel répond froidement qu'il l'a déjà fait, disant que c'est l'une des compétences les plus faciles qu'il puisse copier après l'avoir vue une fois. Ensuite, il ramasse nonchalamment son bouclier et pratique le coup de bouclier sur place. Le tank refuse de laisser quelqu'un d'autre toucher son bouclier et le frappe, mais Harel part à l'attaque pour se déplacer derrière lui avant de donner au gars un avant-goût de son propre coup de bouclier signature, combiné avec une ruée éclair. Voyant cela, la foule s'insurge et accuse Harel de mentir sur son statut. Alors la commentatrice les calme, disant qu'elle a un ordre de la direction pour que tous les participants montrent leur carte d'identité de classe. Harel accepte de s'y conformer, alors la dame prend sa carte de classe et la place contre un orbe de cristal qui permet à tout le monde de la voir sur les écrans de projection, confirmant officiellement le statut d'Harel comme sans emploi. Tandis que la foule célèbre sa victoire honnête, Lilia est ravie de voir qu'il va vraiment gagner pour eux. Elle s'agace aussi contre Reiner de ne pas lui avoir dit qu'il était si fort, souhaitant pouvoir vendre et parier avec toutes les économies et la collection d'armes de son père. Deuxièmement, Reiner lui dit de se calmer sur les paris car la victoire n'est pas garantie. Mais Lilia complote déjà pour obtenir un contrat de mariage avec Harel afin de pouvoir toucher la moitié de ses futurs gains. Bavant d'envie, la petite croqueuse de diamants jure sans vergogne qu'elle fera tout pour faire revivre la guilde. Après cela, l'âme noire envoie son dernier combattant, le maître d'épée Masamune. Harel reconnaît immédiatement que son épée est différente et demande si c'est un katana. Reiner est surprise car la classe samouraï est extrêmement rare et Lilia réalise qu'il était une carte cachée puisqu'elle n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Au début du match, quand Masamune tend la main vers son épée, Harel sent instantanément le danger et pense qu'il devrait garder ses distances. Masamune est impressionné par ses instincts vifs et révèle qu'il prévoyait d'attirer Harel et de terminer le match rapidement avec son coup final. Cela pique l'intérêt d'Harel et il s'approche lentement du maître épéiste qui n'arrive pas à croire qu'il s'approche de lui après qu'il ait révélé son plan. Harel dit qu'il ne peut pas l'écraser sans s'approcher et d'ailleurs il veut voir cette compétence ultime. Masamune se moque de lui, affirmant qu'il sera au sol avant même de voir le mouvement, mais Harel lui dit de foncer car il a pleine confiance en sa vitesse. En s'approchant, il voit que Masamune n'a pas tiré son épée et il est impossible de deviner ce qu'il pense. Il s'arrête alors juste hors de portée de Masamune et les deux épéistes réalisent donc que la vitesse sera le facteur décisif de leur courte bataille. Au moment où Harel s'avance, Masamune vise son coup ultime directement à son cou, mais il est choqué quand il le rate car il était sûr que ce n'était pas une ombre. Masamune réalise trop tard qu'Harel est plus rapide quand il apparaît derrière lui et il dit au samouraï qu'il est le guerrier le plus rapide qu'il ait vu en ville. Mais il s'est entraîné contre quelqu'un qui est simplement bien plus rapide. Avec la compétence ultime de sa mère, tempête perçante, il démolit Masamune par derrière et choque toute la foule avec une autre victoire impossible. Le public devient fou de leur perte après l'annonce de la victoire de Croc de Dragon et alors qu'Harel descend les escaliers, il esquive sans effort l'étreinte de Lilia. Il s'excuse de l'avoir esquivé par habitude, puis se tourne vers Reiner qui est prête à lui faire un câlin d'ours. Elle aussi s'excuse de le faire par habitude. Mais Harel lui dit que c'est bon et de retirer son armure la prochaine fois. Observant l'idiot sans classe faire le pitre d'en haut, Georges le maudit de se mettre en travers de son chemin. Plus tard cette nuit-là, ils célèbrent avec un dîner chic où Lilia se délecte de vin cher et Harel est choqué quand il réalise qu'elle est une adulte. René lui verse du jus pendant que Lilia continue de le supplier de l'épouser et d'arrêter d'être timide. Il insiste gentiment qu'il n'est pas timide du tout et brise sa fierté
en disant qu'il préférerait épouser une vraie dame comme Reiner. Cela fait rougir Reiner, et elle lui dit d'arrêter de mentir parce que tout le monde l'appelle un garçon manqué maniant l'épée. Harel admet qu'il pensait la même chose, mais les choses ne sont clairement plus les mêmes. Ensuite, Lilia lui frotte sournoisement la jambe et fait l'innocente, disant qu'elle ne fait que masser ses quadriceps. Mais Harel la rembarre à nouveau en disant qu'il demandera à Reiner de le faire aussi dans ce cas. Le lendemain matin, pendant l'entraînement, Reiner jette Harel directement contre un mur et l'avertit qu'il va détruire son corps à ce rythme, mais il insiste qu'il doit subir suffisamment de dégâts pour presque mourir s'il veut apprendre la compétence courage. Il ajoute qu'elle est la seule en qui il peut avoir confiance pour quelque chose comme ça, la faisant rougir légèrement. À ce moment-là, le père de Lilia entre avec une gueule de bois lancinante, se plaignant qu'ils font beaucoup trop de bruit. Il demande aux enfants s'ils s'entraînent correctement après s'être fait détruire au tournoi, mais Lilia le corrige rapidement en disant qu'ils ont en fait battu les plus forts de l'âme noire. Quand elle lui dit fièrement qu'Harel les a tous vaincus seule et qu'elle a fait fortune en pariant sur lui, son père dit que si c'est vrai, soit Harel n'est pas si fort, soit elle est trop innocente pour réaliser que quelqu'un essaiera certainement de le lui voler. Lilia choque son père en affirmant avec confiance que cela n'arrivera jamais car Harel a promis de l'épouser. Harel nie instantanément avoir jamais dit une telle chose et son père lui dit que leur avenir est sans espoir, donc tout ce qu'elle essaie de faire est inutile. Entendant cela, Harel rétorque que Lilia est peut-être un peu bête, mais au moins elle n'abandonne pas comme un certain adulte. Quand il ajoute que son père pourrait encore manier une épée d'un seul bras, l'homme l'attrape par le col et lui crie au visage qu'il ne sait rien, disant que plus de la moitié des techniques du roi des doubles épées sont inutiles sans de lame. Mais Harel répond calmement qu'il a une assez bonne idée en tant que personne sans classe ni compétence, ce qui énerve le roi des doubles épées. Mais il finit par le laisser partir. Et Harel dit que c'est un tel gâchis pour quelqu'un de si fort, même sans compétence, de rester là à ne rien faire. Lilia le remercie d'avoir motivé son père à nouveau et Reiner dit qu'il sera de nouveau sur pied en un rien de temps s'ils peuvent continuer à le pousser comme ça. Quand Harel dit qu'il est content d'entendre ça car il veut vraiment voir les techniques du roi des doubles épées en action, Lilia suggère qu'il devrait aller au donjon. Il a l'air complètement perdu, alors Reiner explique qu'il y a un donjon immense sous la ville, rempli de monstres mortels et de pièges attendant les braves. Cela le motive instantanément et Reiner décide de se joindre à lui aussi car elle veut devenir plus forte avant la Coupe des Maîtres d'épée, le tournoi ultime qui détermine le plus fort épéiste du monde. Lilia tend à Harel ce qui ressemble à un formulaire d'inscription, mais il le déchire nonchalamment en deux, comme un déchet car c'était en fait un formulaire de mariage. Lilia lui pique le nez et appelle ça une blague inoffensive, mais Harel la prend dans une clé de bras et lui écrase la tête comme une pastèque. Observant tout à travers un orbe magique, une femme louche qui les espionne rapporte à George qu'il prévoit de défier le donjon. Il sourit à cette opportunité, planifiant déjà de leur offrir une mort accidentelle en guise de vengeance. Le lendemain matin, Lilia échoue à charmer Harel en le réveillant avec un baiser matinal car il est déjà éveillé. À sa deuxième tentative, il place doucement ses mains autour d'elle, puis serre fort jusqu'à ce qu'elle commence à pleurer. Voyant cela, elle commence à se demander s'il est même un garçon, après toutes les fois où il l'a rejeté, ce qui l'irrite tellement qu'il l'attache au lit et s'en va sans un mot. Après cela, il visite la chambre de Reiner pour lui demander de sortir le chiot errant bruyant de sa chambre, mais il la trouve encore endormie, marmonnant quelque chose à propos de recevoir des éloges de papa. Souriant de voir à quel point elle admire son père, Harel lui tapote doucement la tête. Le lendemain, il se dirige vers l'entrée du donjon où une foule immense d'aventuriers fait la queue pour le cercle magique qui vous emmène instantanément à l'étage le plus élevé que vous avez franchi. Lilia dit fièrement que son meilleur était le 12e étage, tandis que Reiner ajoute qu'elle a atteint le 14e. Harel décide qu'il ira directement au 14e avec elle. Lilia le prévient rapidement que le cercle magique ne fonctionne que pour les personnes qui ont elles-mêmes franchi un étage, puis propose de le guider personnellement par le chemin le plus court. Elle dit d'un air suffisant à Reiner de rentrer chez elle puisqu'il n'y a pas besoin de deux dieux et s'accroche au bras d'Harel pour l'entraîner. Pourtant, Harel refuse de partir sans Reiner, alors les trois se dirigent ensemble vers le premier étage où ils se retrouvent face à un groupe d'armures vivantes. Harel croise le fer avec le premier mais il fonce soudain derrière lui pour un coup dans le dos. Il remarque leur vitesse étonnante pour leur taille avant de lui trancher net la tête. Cependant, l'armure vivante se relève encore et Reiner explique que ce sont des êtres magiques qui ne ressentent ni douleur ni mort normale. Harel vise ensuite ses jambes, mais cette chose étrange continue de bouger.
Voyant cela, il sourit et dit qu'ils font de parfaits mannequins d'entraînement, car ils se relèvent sans cesse après avoir été vaincus. Pendant ce temps, Lilia trébuche, prétendant être épuisée après cette dure bataille. Quand Arel lui fait remarquer sans détour qu'elle n'a rien fait, elle prétend qu'ils étaient bien trop rapides pour elle. Quand Arel s'enquiert curieusement de sa classe, Lilia révèle fièrement qu'elle est escrimeuse et lui propose de lui enseigner ses compétences uniques. Mais Arel n'est pas impressionné car il les connaît déjà, c'était aussi la classe de sa mère. Choquée et embarrassée, Lilia s'éloigne discrètement tandis qu'il répète qu'elle est vraiment inutile. Juste à ce moment, ils entendent un cri à l'aide et un homme gravement blessé titube hors de l'ombre. Il explique faiblement qu'il y a une salle piégée incroyablement dangereuse devant eux et les supplie de secourir ses amis encore piégés à l'intérieur. Rainer se prépare immédiatement à foncer, mais Lilia l'arrête, disant qu'elle ne devrait pas agir si hâtivement sans d'abord conclure un accord. Elle dit sans vergogne au gars qu'il doit cracher de l'argent s'il veut que ses camarades soient sauvés. Entendant cela, le gars change rapidement de ton et dit qu'il la reconnaît comme la célèbre Lilia des magazines. Mais quand il lâche accidentellement le titre et l'appelle la beauté imparfaite d'une guilde déchue, elle met fin instantanément aux négociations. Finalement, il offre ses gains du pari du tournoi de la semaine dernière et elle accepte joyeusement d'aider. Cependant, Arel fronce les sourcils et dit que c'est trop suspect pour quelqu'un de saigner autant. Mais Lilia explique avec confiance que, contrairement à lui, les gens normaux saignent réellement comme ça quand leur protection divine s'estompe. Cela étant décidé, l'homme les mène plus profondément dans le donjon et Arel pense que même lui n'aurait pas pu marcher sans boire d'eau bénite après avoir perdu autant de sang. Pourtant, il reste curieux de voir comment les choses vont se dérouler. Quelques minutes plus tard, le gars ouvre la porte de la prétendue salle piégée, mais elle est complètement vide. Arel regarde autour de lui et dit qu'il n'y a pas de monstre, tandis que Rainer craint qu'il ne soit trop tard. Alors, les yeux de Lilia pétillent quand elle aperçoit une seule pièce d'or scintillant le long de la traînée de sang. Au moment où elle la saisit, un cercle magique massif apparaît sous eux et le gars éclate de rire, disant que Lilia est vraiment aussi avide que les rumeurs le prétendent. Il dit que ce n'est rien de personnel et qu'il n'a fait ça que pour l'argent, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, le cercle magique s'étend et l'entraîne aussi. Quand la lumière s'estompe, Arel ne sent aucun monstre à proximité, mais Rainer note nerveusement qu'elle ne reconnaît pas la zone et soupçonne qu'ils sont bien plus profonds que l'étage 14. Voyant le gars faire une crise de nerfs, Lilia essaie de l'interroger, mais elle donne accidentellement un coup de pied à sa précieuse pièce d'or dans l'obscurité. Une seconde plus tard, un faisceau de lumière massif s'abat, invoquant un monstre armé arc-en-ciel juste devant eux. Alors que le monstre, tel un boss, prépare sa lame, le gars dit qu'il a entendu des rumeurs d'un piège qui téléporte n'importe qui dans un lieu où réside le dieu de l'épée lui-même. Juste à ce moment, le boss balance son arme, envoyant une entaille d'air divine qui fend proprement le mur derrière eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, le monstre disparaît et réapparaît devant Arel, le projetant contre le mur avec une force écrasante. Tous paniquent mais potentiants, mais Arel sourit, ravi que sa protection divine ait résisté au coup, ce qui signifie que sa méthode pour apprendre la compétence courage était la bonne. Quand il confirme que le boss est vraiment un dieu de l'épée de classe ultime, il s'enthousiasme car il a enfin trouvé un adversaire digne de ce nom pour tester sa force. Les filles regardent avec incrédulité alors qu'Arel avance divinement, croisant le fer avec le boss sans arrêt. Alors, le boss brille d'un pouvoir divin et les autres tombent à genoux sous la pression écrasante. Arel se souvient que sa mère lui a enseigné une technique similaire appelée « présence divine » pour submerger les ennemis, suivie de « rupture infinie » pour les détruire. Il se souvient de son sourire alors qu'elle promettait d'être douce avec lui avant de lui donner un avant-goût de ce combo. Arel la remercie pour cette leçon, puis lance la pièce d'or sur le boss, comme distraction avant de sauter très haut et d'utiliser le même combo contre lui. L'impact secoue toute la chambre, laissant les autres sans voix devant son incroyable pouvoir. Quand Rainer demande enfin comment il connaît déjà des compétences d'un tel niveau, Arel révèle nonchalamment que sa mère est aussi une déesse de l'épée. Entendant cela, Rainer le regarde avec incrédulité et demande pourquoi il a menti plus tôt, ce à quoi Arel répond simplement que sa mère n'aime pas attirer trop l'attention. Quelques secondes plus tard, un autre faisceau de lumière apparaît devant eux et Arel se demande si cela signale un autre ennemi, mais Rainer dit que c'est leur portail de retour. Lilia dit au gars avec la nouvelle coupe de cheveux qu'il peut venir aussi, car elle se sent clémente après avoir vu son chéri profiter d'un combat si satisfaisant.
De retour au bar, le père de Lilia est assis seul, pensant aux mots d'Arel. Ses pensées sont interrompues quand une bande de jeunes bruyants se met à rire, se vantant de la facilité avec laquelle ils gagnaient de l'argent en attirant les aventuriers dans des pièges. L'un d'eux plaisante sur leur ami Dill qui s'est fait prendre. Admettant qu'il n'a pas mentionné toute l'étendue des pièges, juste pour obtenir une plus grande part de la récompense, les entendant appeler la guilde du dragonceau pathétique avec moquerie, le père de Lilia se lève soudainement et claque leur table, les menaçant d'expliquer ce qu'ils ont fait à sa petite fille. Avant qu'il ne puisse commencer une bagarre, George apparaît et lui dit de se calmer. George a pitié du vieil homme et partage qu'un de ses membres de guilde a vu Lilia entrer dans une pièce cachée super dangereuse. Entendant cela, Rod devient furieux et il ne peut pas croire que George ruine sa vie encore une fois, d'abord en lui prenant son bras et maintenant sa fille. Il se jette en avant pour l'attraper mais finit par tomber au sol et pleure la perte de sa seule fille. Alors, Lilia et la bande entrent soudainement, parfaitement bien, et ils la serrent instantanément dans une étreinte d'ours. Quelques instants plus tard, elle se tourne d'un air suffisant vers George et se vante d'avoir vaincu le dieu de l'épée. George refuse de croire qu'elle est assez forte pour battre le boss, mais Arel, d'un air suffisant, convient que celui qui l'a battu était plutôt fort. Lilia dit que son homme de main a déjà tout avoué, mais George n'est pas inquiet car ce qui leur est arrivé était un accident. Plus tard, seul dans sa chambre, George perd la tête car il allait enfin revendiquer le titre du plus fort après que le roi des doubles épées et la princesse de l'épée aient pris leur retraite. Mais maintenant, il y a une nouvelle menace qui l'éclipsera toujours. Juste à ce moment, l'épée maudite enchaînée à son mur commence à briller et offre d'exaucer son vœu. Après la révélation des tableaux préliminaires, Lilia panique car elle est dans la même poule qu'Arel, ce qui lui rend impossible d'atteindre les finales. Quand Arel demande pourquoi, Rainer explique que le tournoi ne permet qu'aux vainqueurs de chaque groupe d'avancer, car il y a tout simplement trop de combattants. Entendant cela, Arel assure à Lilia qu'elle peut se détendre, car elle ne pourrait jamais aller aussi loin avec sa compétence de niveau moyen de toute façon. Pendant ce temps, Rainer remarque qu'elle est dans un groupe différent et prie silencieusement pour pouvoir battre ses adversaires. Arel la taquine, lui demandant si elle fera son rapport à papa après, et elle accepte joyeusement avant de réaliser ce qu'il a dit et insiste qu'elle n'a jamais appelé son père papa de sa vie. Lilia s'enflamme et leur dit à tous les deux qu'ils doivent s'entraîner dur dans le donjon pour devenir plus forts, bien qu'elle emmène Arel avec elle pour la porter si les choses deviennent trop difficiles. Quand Rod entend cela, il la réprimande sévèrement de ne plus être aussi insouciante à l'idée d'entrer dans le donjon, car on ne sait jamais quand George tentera de se venger, et il la prévient de sortir immédiatement si elle sent quoi que ce soit de suspect. Après son départ, Rod sent le regard jugeant d'Arel, alors il explique qu'il a arrêté de boire et qu'il agira désormais comme un père responsable, ce qui fait apparaître un léger sourire sur le visage d'Arel. Le premier jour des éliminatoires du tournoi, Lilia est éliminée dès les premiers tours. Elle est assez contrariée d'avoir perdu si vite et Arel l'agace encore plus en répétant ses mots précédents. Son horrible numéro, prétendant qu'il était vraiment excité de la combattre, l'a fait éclater en sanglots. Laissant cela de côté, elle le prévient que le prochain tour est la finale et qu'il ne doit pas baisser sa garde car son adversaire est très fort et utilise des compétences spéciales. Il lui demande ce qui les rend spéciales, pensant avoir déjà vu la plupart des compétences dans le donjon, mais elle explique que son adversaire est une épéiste magicienne qui peut enchanter sa lame avec de la magie. Il est surpris qu'un mage puisse rejoindre un tournoi d'escrime, mais Lilia lui dit que toute personne enregistrée auprès de la guilde peut y participer, ce qui inclut les combattants sans classe comme lui. Sur ce, Arel entre sur le ring et son adversaire déclare aussitôt que l'escrime magique est parfaitement juste. Alors il ferait mieux de ne pas pleurer en disant que c'est injuste après qu'elle l'ait détruit. Arel répond simplement que seul le plus fort d'entre eux gagnera. Le match commence avec elle tirant 2 boules de feu magiques, qu'il esquive en se penchant légèrement sur le côté. Il continue d'éviter sa volée de boules de feu avec aisance et réduit la distance pour porter un coup descendant, mais elle tire une autre boule de feu pour le forcer à battre en retraite. Il admet que c'est impressionnant comment elle peut utiliser à la fois l'épée et la magie pour dominer le combat au corps à corps et à distance, et la fille se vante fièrement qu'un imbécile sans classe comme lui ne pourrait jamais vaincre sa grandeur. Mais Arel l'humilie instantanément, disant que ses compétences lui sont au mieux médiocres et que son escrime comme sa magie sont loin d'atteindre un niveau avancé. La fille se moque de lui, enflamme sa lame et lui montre fièrement la technique la plus puissante qu'un épéiste magicien puisse utiliser. Juste après, son épée enflammée se transforme en un fouet ardent qui fouette Arel de toutes les directions.
Harel admet que les attaques aléatoires sont difficiles à gérer et dit que ce serait sans aucun doute une compétence ultime si elle l'avait maîtrisée. Mais il qualifie sa version actuelle de pathétique alors qu'il écarte les flammes avec aisance. Il dit qu'elle aurait une chance si elle était au moins au niveau de Lilia avec une épée. Entendant cette insulte, elle déchaîne encore plus sa magie, mais Harel utilise une double entaille de lame pour l'éteindre instantanément. Puis il cligne des yeux derrière elle en un éclair et l'assomme d'un seul coup. Il la remercie de lui avoir montré une compétence si cool et se demande discrètement s'il peut aussi apprendre des techniques magiques. De retour au QG de la guilde, Lilia essaie de convaincre son père de venir avec elle et d'encourager Harel, mais il refuse de bouger quoi qu'elle dise. Quand elle lui demande en le taquinant si George lui fait peur, il réplique sèchement et admet qu'il s'est senti embarrassé après avoir réalisé à quel point ses compétences étaient rouillées et maintenant il doute de pouvoir un jour gagner le tournoi. Lilia rétorque qu'il n'a aucune idée de ce que ça fait de perdre avant même d'atteindre les finales et parvient à le traîner dehors de force. En chemin, elle lui fait remarquer qu'il se serait de toute façon faufilé pour regarder, car elle se souvient encore à quel point il aimait voir Reiner grandir, alors elle est sûre qu'il veut voir à quel point elle s'est améliorée. Entendant cela, il lui tapote la tête et lui dit qu'elle commence à ressembler à sa mère. Juste avant le premier tour de Reiner, elle est visiblement tendue et la question soudaine d'Harel la prend au dépourvu. Quand il lui demande pourquoi elle a l'air si nerveuse, elle répond que c'est le plus grand tournoi de sa vie et qu'elle ne peut pas élaborer de stratégie puisque l'adversaire pour les finales n'est révélé qu'au dernier moment. Juste à ce moment, l'annonceur déclare que le premier match opposera le champion en titre, George, et l'épéiste sans classe, Harel. Alors qu'Harel se tourne pour partir, Reiner lui attrape la main par réflexe et lui dit de faire attention. Sur ce, il entre dans l'arène, mais son visage se crispe sous le choc au moment où il voit le visage effrayant de George. Lilia se demande immédiatement ce qui lui est arrivé. Mais quand Rod remarque l'épée démoniaque dans la main de George, il crie à Harel de garder ses distances, car cette lame est possédée par des démons. L'entité contrôlant George semble amusée que Rod connaisse son secret et se demande s'il est quelqu'un du palais royal. Rod est confus en se rappelant que tous les démons tués par le maître d'épée royal possédaient cette lame et que cette épée était censée être enfermée au plus profond du trésor royal. Le démon déclare qu'il a attendu des milliers d'années que le sceau s'affaiblisse, que son nom s'efface de la mémoire de tous et qu'un fou désespéré brise enfin le sceau pour lui. Il se présente comme le cher Gelda, un nom qui choque Reiner. Elle le reconnaît instantanément de tous les livres d'histoire comme le démon légendaire, autrefois invoqué par les divinités maléfiques. La foule éclate en chaos en entendant ce nom et les spectateurs terrifiés se précipitent vers les sorties, mais le cher Gelda rit de leur panique, disant que leurs cris sont trop fades pour satisfaire ses 1000 ans d'ennui. Il plonge son épée dans le sol et une vague massive de magie noire éclate pour créer une barrière qui piège tout le monde à l'intérieur de l'arène, alors que les cris terrifiés résonnent sous le dôme scellé. Le démon sourit et traite Harel de fou d'oser lever son épée après avoir été témoin de sa magie. Sans la moindre hésitation, Harel répond qu'il ne lève son épée que parce qu'il sait qu'il peut gagner. Il rappelle au démon qu'il n'est pas invincible puisqu'il a déjà été détruit par le maître d'épée une fois. Le démon éclate de rire et déclare que les souvenirs de son réceptacle confirment qu'il n'y a eu personne de proche du niveau de maître d'épée depuis des décennies. Mais Harel fait savoir au cher Gelda qu'il se trompe sur 2 points. Premièrement, le maître d'épée est bien vivant, et deuxièmement, il n'a pas besoin d'en être un pour le vaincre. Avant même que le cher Gelda ne puisse répondre, Harel disparaît de la vue et réapparaît juste devant lui, esquivant facilement une entaille de la lame maudite du démon. Le cher Gelda le regarde avec incrédulité en réalisant qu'Harel vient d'utiliser le pas divin, une technique que seuls les maîtres d'épée peuvent exécuter. Pourtant, il le rejette comme une imitation bon marché et frappe avec une force écrasante en voyant Harel s'écraser au sol. Cependant, quand la poussière retombe, Harel se tient complètement indemne grâce à son entraînement de courage avec Reiner. Alors que le cher Gelda s'avance pour l'achever, Harel bloque sa lame et contre-attaque avec rupture infinie, frappant sous tant d'angles que le démon ne parvient pas à tous les bloquer. Voyant cette démonstration écrasante, le cher Gelda l'appelle maître d'épée, mais Harel le corrige en disant qu'il n'a aucune classe du tout, et sur ce, il délivre un dernier coup qui envoie le démon s'écraser dans l'arène. Toute la foule est incertaine si le combat est vraiment terminé, mais une fois qu'Harel confirme que le démon ne peut plus se battre, les spectateurs l'acclament pour avoir courageusement vaincu le démon légendaire.
Cependant, le cher Gelda refuse d'être scellé à nouveau. Il commence désespérément à chercher un autre réceptacle qu'il peut utiliser pour échapper à Harel, et ses yeux se posent finalement sur Rod. Pendant ce temps, Lilia est heureuse de voir que Reiner et Harel vont bien, et Reiner se demande si le tournoi sera annulé. Juste à ce moment, Harel sent l'intention de tuer de l'épée démoniaque et pousse Reiner de côté, alors que l'épée démoniaque fonce vers eux, tandis que le père de Lilia se jette en avant pour la protéger de son corps. Quand la poussière retombe, Lilia dit qu'elle va bien car son père l'a protégée, mais son soulagement s'estompe quand elle le voit soudain pointer l'épée sur elle. Alors que le cher Gelda l'utilise comme otage, Harel est choqué que l'épée soit le vrai corps du démon et souhaite l'avoir détruite quand il en avait l'occasion. Il se prépare à battre le cher Gelda une seconde fois, mais le démon avertit que sa fiancée est morte s'il ne le laisse pas s'échapper. Harel se sent mal en entendant cela et dit qu'il ne se souvient pas avoir jamais accepté de l'épouser, mais le cher Gelda insiste que le corps de Rod se souvient clairement qu'elle a dit qu'il l'épouserait. Quand Lilia essaie de faire l'idiote, Harel se prépare à les battre tous les deux ensemble et manque de déchaîner rupture infinie avant que Reiner ne l'arrête. Le démon commence à transpirer, se demandant si Harel ne se soucie vraiment pas de la fille, mais Harel dit que sa valeur en tant qu'otage est complètement nulle. Entendant cela, Lilia éclate en sanglots, plaidant coupable que tout ce qu'elle a dit était un mensonge et le supplie de ne pas la tuer. Quand Reiner dit doucement qu'elle commence à avoir pitié de Lilia, Harel lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne peut de toute façon pas faire de mal à Lilia. Le cher Gelda rit et demande si Harel pense vraiment qu'il hésiterait, puis menace de l'éventrer sur le champ. Juste à ce moment, l'épée commence à trembler et Rod parvient à reprendre le contrôle de son corps. Reiner est choqué par cela. Mais Harel fait remarquer que le corps de Rod n'a jamais complètement été transformé comme celui de George, ce qui signifie qu'il se battait de l'intérieur. Le cher Gelda exige de savoir pourquoi Rod refuse de le laisser prendre le contrôle, même s'il désire clairement le pouvoir pour retrouver son ancienne force. Rod crie que peut-être l'ancien Rod aurait cédé, mais plus maintenant. Il dit qu'Harel lui a appris qu'il peut retrouver sa meilleure forme s'il travaille dur. Sur ce, Rod utilise toute sa force pour lancer l'épée du démon comme une balle de baseball et Harel tranche la grande lame noire en deux. Il la découpe en 100 morceaux pour être plus sûr et espère que le démon agaçant est enfin parti pour de bon. Quelques jours plus tard, Rod crie sur un groupe d'enfants et les détruit complètement pendant l'entraînement car ils manquent d'habileté et d'escrime et ne dépendent que de leur capacité pour se battre. Quand il leur dit de revenir à la charge, tous s'enfuient et Lilia réprimande Dil d'avoir manqué à sa promesse de rejoindre sa guilde et de travailler dur pour devenir plus fort. Le garçon soutient que l'entraînement de son père est bien trop brutal et Lilia convient que son père a retrouvé la forme grâce à Harel. Quand Dil demande où est Harel, elle rit maladroitement et admet qu'Harel a en quelque sorte quitté la guilde de nulle part. Elle se met soudain à pleurer, se demandant pourquoi il démissionnerait et la laisserait toute seule, et la guilde est maintenant dans une situation difficile puisque Reiner a aussi démissionné juste après lui. Sur le chemin du retour, le chauffeur demande à Harel s'il est vraiment d'accord pour quitter la ville, juste après avoir remporté le titre de champion épéiste, mais Harel répond qu'il a déjà vu tout ce qu'il devait voir et veut maintenant tester ses compétences chez lui. Harel explique qu'il veut voir s'il peut réellement gagner contre sa mère, ce qui fait éclater de rire le chauffeur, car même le champion épéiste a peur de sa propre mère. De retour dans sa ville natale, Fer sent instantanément qu'il se tient derrière elle même s'il a effacé sa présence. Elle le complimente car elle ne l'a remarqué que quelques secondes plus tard que d'habitude, et elle est ravie d'apprendre qu'il a gagné le tournoi tout comme elle l'a fait autrefois. Soudain, elle réduit la distance en un instant et lui approche la rose du visage, lui demandant si elle sent bon. Harel réalise que le combat aurait été terminé si cette rose avait été une épée et il admet que sa mère a vu clair dans son plan. Elle lui dit que le jardin serait détruit s'il s'entraînait là, alors il se déplace vers les montagnes où il avait l'habitude de s'entraîner. Fer est excité de voir à quel point il s'est amélioré et il la nargue en disant qu'elle ne sourira pas longtemps. Sur ce, Fer utilise le pas divin pour se rapprocher et il parvient à peine à bloquer son attaque avec son épée car il avait vu ce mouvement plus tôt dans le jardin. Il recule d'un bond et utilise une nouvelle compétence sur elle, ce qui l'étonne car il a combiné la fente divine avec la tranche d'air. Quand il demande quelle compétence elle a utilisée, Fer répond simplement qu'elle balançait juste son épée normalement et affirme qu'elle l'a appris à se battre sans dépendre des compétences de lui. En l'entendant, Harel est stupéfait par sa force et se donne à fond, faisant un tel vacarme que tous les habitants sont effrayés par les sons monstrueux venant des montagnes. L'arc fait rage tandis qu'Harel utilise un saut aérien pour atteindre Fer.
Et quand elle tente de le repousser avec sa présence divine, il utilise la même compétence pour contrer sa force. Après leur atterrissage, elle le prévient qu'elle ne se retiendra pas pour sa prochaine attaque, et les deux croisent enfin le fer en utilisant la compétence ultime du maître d'épée. Pendant ce temps, chez Harel, Reiner espère qu'il est là et frappe à la porte. Quand sa sœur Mira ouvre et lui demande qui elle est, Reiner explique poliment qu'elle est venue rencontrer son frère. La petite effrontée traite Reiner de vache et dit que son frère n'a aucun intérêt à parler aux vachères. Alors que la sœur d'Harel crie des insultes et tente de lui claquer la porte au nez, Feyre apparaît soudainement et lui dit de ne pas être impoli avec leurs invités. Mira saute avec enthousiasme dans les bras de son frère et demande pourquoi ils sont dans un tel état, et leur mère révèle fièrement qu'ils se sont entraînés, Harel ayant même réussi à la battre cette fois-ci. Pourtant, Harel admet n'avoir gagné que parce que son endurance a duré un peu plus longtemps que celle de sa mère. Reiner est stupéfaite qu'il ait battu la princesse de l'épée, mais Harel avoue ne pas être si fier car sa mère n'est plus aussi forte qu'à son apogée. En entendant cela, Feyre s'agace, insistant qu'elle est toujours une jeune femme, puis demande à son fils de lui présenter la jolie fille venue le voir. Ils entrent et Feyre dit qu'elle est plus curieuse de la romance d'Harel avec la mignonne que de sa petite victoire au tournoi, ce qui met vraiment sa sœur en colère. Harel la présente comme Reiner et explique qu'ils vivent ensemble en ville, ce qui fait instantanément monter de mauvaises idées au visage de sa mère. Après que Reiner panique et explique rapidement qu'il n'était Aden que des compagnons de guilde et rien d'autre, il lui demande pourquoi elle est venue et elle le réprimande pour avoir quitté la guilde sans un mot, sans prévenir. Harel dit sans détour qu'il a rempli le formulaire de retrait correctement, mais elle se fâche car il aurait dû au moins dire au revoir en personne. Quand il dit que ça ne servait à rien puisqu'il avait déjà appris toutes les compétences dont il avait besoin, Reiner soupire profondément et abandonne tout espoir. En entendant cela, Feyre invite chaleureusement Reiner à se reposer dans leur paisible village, puisqu'elle a fait un si long chemin pour voir son fils désespérant, mais Reiner explique que c'est aussi sa ville natale, et sa vraie raison de venir n'était pas de rencontrer Harel, mais de devenir l'apprenti de Feyre. Juste à ce moment-là, le père de Reiner, Evan, frappe urgemment à la porte pour signaler une étrange perturbation dans les montagnes voisines. Il demande à la princesse de l'épée de protéger l'équipe de sécurité du village, qui va enquêter sur le genre de monstre qui a abattu tous les arbres de la région. En entendant cela, elle l'assure qu'elle s'est déjà occupée du monstre, ce qui le met complètement à l'aise. Puis, Evan remarque sa fille là et la mère d'Harel est ravie d'apprendre que c'est son enfant, disant qu'elle ressemble exactement à sa défunte mère. Quand son père demande pourquoi Reiner est chez Feyre, elle lâche qu'elle est venue s'entraîner pour être l'épouse parfaite, ce qui fait instantanément pleurer son père. Reiner rougit fortement et jure qu'elle est venue s'entraîner à l'escrime. Alors la mère d'Harel suggère joyeusement qu'elle peut faire à la fois l'entraînement de mariée et d'épée, ce qui rend Evan vraiment heureux car il a promis à sa femme de prendre soin de Reiner jusqu'à ce qu'elle devienne une adulte accomplie. Feyre jure qu'elle élèvera Reiner pour qu'elle soit l'épouse parfaite. Et tandis que Reiner demande désespérément si quelqu'un écoute ce qu'elle veut, son père l'ignore complètement et lui souhaite bonne chance à la place. Après cela, Harel entre dans la chambre de son père où il étudie à nouveau la magie. Son père l'accueille chaleureusement et lui confie qu'il a presque fini de travailler sur un sort similaire à son coup fatal. Laissant cela de côté, son père demande si Mira faisait une crise parce qu'il avait ramené une jolie fille, mais Harel dit qu'elle est plus canon que mignonne. Cela rend son père encore plus excité car il n'aurait jamais cru qu'Harel puisse ramener une fille à la maison. Cependant, Harel lui dit soudainement avec un visage sérieux qu'il a enfin battu sa mère lors d'un match et maintenant il veut apprendre la magie. Mais son père lui dit instantanément d'oublier ça car c'est impossible pour lui. Pendant ce temps, en bas, Reiner essaie de couper un légume pour la première fois de sa vie et finit par briser toute la table, coupant même la tasse préférée de Mira en deux. Voyant cela, Feyre réalise que Reiner n'a jamais vraiment cuisiné à sa guilde et quand Reiner insiste qu'elle est bien avec seulement l'escrime, Feyre lui enseigne sévèrement qu'un maître d'épée doit d'abord maîtriser les choses de la vie quotidienne. Quand la mère d'Harel dit qu'elle est heureuse d'avoir une autre fille à la maison, Reiner demande curieusement des nouvelles de sa sœur aînée. Mira explique que leur sœur s'est toujours inquiétée pour Harel et est partie en voyage pour créer un monde où les vagabonds sans classe pourraient vivre librement, mais Reiner rit et dit que le laboratoire fou n'en aura probablement plus besoin. Dans la cuisine, tandis qu'Harel et son père se préparent à réparer la table endommagée, son père se souvient soudain qu'Harel voulait voir de la magie, alors il la lui montre en action sur la tasse cassée de Mira.
Plus tard, son père répète qu'Arel devrait oublier d'apprendre la magie car cela demande une aptitude spéciale que seules certaines personnes possèdent et il n'a jamais vu personne sans énergie ou compétence magique l'utiliser avec succès auparavant. Arel remarque que son père n'a pas vraiment dit que c'était impossible. Et son père admet qu'Arel a bien gagné le tournoi des maîtres d'épée sans classe et est devenu fort à une vitesse folle grâce à un travail acharné. Mais parfois, l'effort seul ne suffit pas. Cela dit, son père ramasse l'une des épées d'entraînement cassées d'Arel et explique qu'utiliser la magie sans mana, c'est comme essayer d'utiliser une épée sans main. En entendant cela, Arel demande comment son père peut être si sûr qu'il n'a aucune aptitude. Alors son vieil homme explique que la bénédiction accorde à quiconque du mana de la classe de sorcier. Même là, Arel insiste qu'il a déjà ressenti des traces de magie, surtout à l'époque où Reiner le battait quotidiennement à la guilde, ce qui inquiète légèrement son père sur le genre de relation qu'ils avaient vraiment. Arel se souvient qu'il buvait une quantité ridicule d'eau bénite pour restaurer sa protection divine, mais Lilia s'est fâchée à cause des coups et lui a dit de finir d'abord les vieilles de potions de leur entrepôt. Même si Reiner était sérieusement préoccupé par le contenu de ces mystérieuses bouteilles, il les a bues quand même, et au lieu de restaurer sa protection divine, il a ressenti quelque chose d'autre à l'intérieur de son corps. En entendant cela, son père est ravi qu'il puisse enfin avoir une capacité magique, et admet qu'il a toujours été jaloux de ne pas pouvoir enseigner à Arel de la même manière que sa femme. Après cela, son père lui demande d'imaginer le pouvoir se déplaçant dans son corps, et d'essayer de le faire couler dans sa main. Arel se concentre aussi fort qu'il le peut et manifeste une petite orbe d'énergie magique, ce qui devient une preuve indéniable qu'il possède de la magie. Cependant, il s'évanouit presque juste après car cette infime quantité à elle seule draine tout son mana. Voyant cela, son père explique que son mana est encore moins que celui d'un petit enfant. Quand Arel demande comment il peut augmenter sa capacité, son père lui dit que la seule façon est de lancer des sorts des centaines de fois, tout comme l'entraînement de ses muscles. Arel est ravi d'entendre cela car s'entraîner sans fin est sa spécialité et il s'effondre d'épuisement. Voyant son attitude de ne jamais abandonner, le père d'Arel pleure des larmes de joie car il n'a jamais été aussi fier de son fils de toute sa vie. Le lendemain matin, Arel se rend au magasin le plus proche et dépense tous ses gains de tournoi pour acheter autant de potions de mana qu'il peut emporter. Après cela, il développe ses compétences magiques sans arrêt pendant les 6 mois suivants, jusqu'à ce qu'il puisse enfin maintenir une boule de feu sans s'évanouir. Son père le félicite d'avoir atteint le niveau de sorcier débutant, alors Arel demande avec enthousiasme si cela signifie qu'il peut maintenant commencer à lancer de vrais sorts. Au lieu de cela, son père sort une page remplie de langage magique et explique qu'il doit apprendre tout le script magique pour lancer un sort. Normalement, la compétence d'un sorcier apporte automatiquement la structure du sort dans son esprit. Mais comme Arel n'a pas de classe, il doit imaginer le sort de 0 à chaque fois. Cela dit, son père suggère qu'il devrait étudier à l'Institut de la Cité Magique. Mais d'abord, Arel devra augmenter son niveau suffisamment pour même être admissible. Au dîner, Mira dit que la cuisine de sa mère est délicieuse comme toujours, mais elle commence immédiatement à se plaindre quand elle réalise que c'est Reiner qui l'a faite. Arel adore aussi la nourriture. Et Feir complimente fièrement l'énorme amélioration de Reiner en cuisine et en escrime. Le père d'Arel ajoute qu'il aime aussi Reiner parce qu'elle est jolie et travailleuse, mais pas plus que sa femme bien-aimée. Bien sûr, en voyant leur plaisanterie familiale chaleureuse, Reiner se demande silencieusement si sa propre famille aurait pu être comme ça si sa mère était encore en vie. Pour alléger l'ambiance, le père d'Arel lance un magnifique sort lumineux pour exprimer son amour pour sa femme et regarder cette démonstration sincère allume un nouveau feu dans le cœur d'Arel pour devenir un puissant sorcier un jour. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.